Amis de Morpheus et Tika, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, j'ai le retour d'une charmante dame qui s'appelle Cécilia. Bonsoir Cécilia. Bonsoir Christophe et bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui vont regarder l'émission. Cécilia, tu es de nouveau une invitée ce soir parce que je crois que tu as des choses à dire et puis tu as une petite idée à exprimer. Alors je vais te laisser la parole. Vas-y, tu as le droit de parler, Cécilia. Tout à fait, Christophe. Ben, écoute, comme je te l'avais évoqué donc il y a quelques jours de ça, j'avais donc prévu ce soir de faire une émission avec plusieurs intervenants que tu connais, notamment des policiers, éventuellement des militaires, mais surtout des policiers qui sont justement du sérail, des policiers qui ont eu le courage justement de dénoncer tout ce qui se passe dans ce milieu, comme j'ai le titre que j'ai mis pour, nommer mon émission, mon live, quoi. Cécilia Villano contre le milieu judiciaire, parce qu'en l'occurrence, il s'agit bien d'un milieu, le milieu avec un M majuscule, comme on parle du milieu criminel, de la criminalité organisée. Donc là, c'est bien un milieu judiciaire. Donc voilà, donc j'avais prévu avec toi de faire une émission ce soir avec des policiers notamment, voire des militaires. Bon, ben ça n'a pas pu se faire. Ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Voilà. Exactement, c'est exactement ça. Hein? Voilà, donc le but de mon émission ce soir, c'est de lancer justement un appel solennel au peuple français et à tous ceux qui, policiers bien évidemment, ceux qui sont du sérail, policiers, militaires, et en particulier aux OPJ, officiers de police judiciaire, pour leur demander, parce que l'heure est très grave, nous en sommes arrivés à une situation, à un point de non-retour, étant donné tout ce que sont capables de faire ces ordures, il faut les appeler comme ça parce que ce sont des malfaiteurs, des criminels, des mafieux, donc ils nous ont montré de quoi ils sont capables avec les placements des enfants, les placements de l'aide sociale à l'enfance, les spoliations, les tribunaux de commerce, les tutelles, les curatelles, enfin tout y est. Ils sont prêts à tout. Quand tu vois dans mon dossier qu'un commandant de police, donc assermenté, quelqu'un qui est, qui fait partie de l'autorité publique, a été capable de modifier par 4 fois un procès verbal pour la juge d'instruction Constance de Franceschi, donc le commandant de police Serge Salté de Sablé, qui a été capable de modifier des procès-verbaux. Donc, ce sont des criminels et qui sont prêts à tout. Ce sont des criminels et nous devons maintenant passer à une étape supérieure, à envisager de faire quelque chose, de passer à l'action, bien entendu par la voie légale et non se comporter comme eux, comme des criminels, parce que nous sommes des citoyens honnêtes, intègres. Et donc, je pense que maintenant, il est grand temps de passer à l'offensive, puisque tu te rends bien compte que là, on a beau utiliser le droit, de faire des conclusions, de faire valoir le droit, le code civil, le code pénal, ils s'en contrefichent éperdument, ils violent la loi outrageusement et impudiquement. Donc là, je pense que toutes les voies diplomatiques ont été utilisées, comme en l'occurrence dans mon cas précis. J'y suis allée par la voie de la douceur, la voie du calme, en demandant à la juge de faire son travail. Je lui ai demandé des actes. Ensuite, j'ai saisi la chambre de l'instruction. J'ai saisi Madame le procureur général de Nîmes, Madame Françoise Pierry-Gauthier. J'ai écrit de partout. C'est toujours pareil. Il ne donne pas de suite à toutes nos doléances de victimes. La justice n'existe plus en France. C'est un vain mot. Il n'y a plus de justice, c'est que de la criminalité organisée. Donc, je pense que maintenant, nous devons passer à l'étape supérieure, à savoir aller procéder aux arrestations. Bon, il y en a qui vont peut-être dire que j'y vais un petit peu fort ou que non, mais je pense que non, l'heure est grave maintenant. Là, la justice est rendue au nom du peuple français.
ce sont nos impôts qui contribuent à payer ces gens-là qui ne font pas leur travail, qui nous spolient, qui ce sont des criminels. Donc, nous devons procéder à leur arrestation. Et voilà. Donc, je sollicite avec solennité tous les policiers, tous les gendarmes, tous les militaires qui sont conscients de ce qui se passe dans notre pays et d'organiser quelque chose, de procéder aux arrestations de ces gens-là et d'aller dans les tribunaux avec des mandats et de procéder à leur arrestation. Par exemple, dans mon cas précis, j'ai tous les éléments qui démontrent que j'ai en face de moi des criminels, des malfaiteurs de la mafia. Et donc, voilà, ça ne peut pas continuer comme ça. Quand tu vois dans mon dossier, justement, que je suis passée le 13 juin dernier avec mon mari devant la cour d'appel de Nîmes et que il y a une atteinte au droit comment dire, à notre liberté de nous exprimer, au débat contradictoire, l'article 6 de la CEDH, l'article 16 du Code de procédure civile, que Madame Nadine Moutet, la présidente de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Nîmes, a prétendu que nous n'avions pas déposé des conclusions, que les avocats ont déposé des conclusions, que nous avions reçu des conclusions, alors que tout est faux. Donc, que peut-on attendre de ces personnes-là? Que peut-on attendre? Donc là, l'heure est très grave et j'en appelle donc à des militaires, à des gendarmes, à des policiers, que tu connais, voilà, de voir maintenant ce que nous pouvons faire. Alors, moi, je vais essayer de te répondre, hein, parce que bien entendu, le dysfonctionnement de la justice, je le connais depuis quand même pas mal d'années, d'accord? Après, il y a des questions qu'il faut se poser. D'ailleurs, donc, la police ou la gendarmerie, elle est aux ordres de qui? D'accord? Elle est aux ordres de qui? Eh ben, c'est très simple. Elle est aux ordres de ceux qui les gouvernent, d'accord? Alors, tu as la police ou la gendarmerie qui dépendent notamment du parquet et du procureur, puisque ça reste le chef du département. Et puis après, tu as toutes les directives qui ont pu être envoyées ou les informations qui ont pu être envoyées à des ministères, mais là, personne ne bouge. Donc, si personne ne bouge, c'est qu'il y a un pouvoir suprême qui domine tout ça. D'accord? Et ce pouvoir suprême, il est attaché à ce qu'on appelle des réseaux. Des réseaux. Alors, de temps en temps, je vais te donner des exemples qui sont très simples. Tu as des fois des juges qui essayent de faire leur travail correctement et on les empêche de faire leur travail correctement. D'accord? Au même titre que de temps en temps des avocats qui aimeraient bien prendre des dossiers en charge, ils commencent de travailler pour toi dans un dossier et ils ont tellement de menaces sur leur carrière qu'ils finissent par tout laisser tomber. Donc, quand tu comprends ça, avec le temps, avec la durée du temps, avec les abus qu'il y a dans tous les domaines, parce que bien sûr, il y a ton affaire, mais quand tu vois tous les abus juridiques qu'il y a dans tous les domaines en France et dans tous les tribunaux, alors tu cherches à savoir comment il faut faire. Moi, pour moi, la partie qui était essentielle, c'était déjà de faire comprendre aux gens tous les dysfonctionnements, que mon petit rôle, on va dire, d'informateur par un réseau social, qui maintenant a la chance d'être, on va dire, cautionné par plein d'autres lanceurs d'alerte avec qui je suis devenu ami, parce que c'est ça qui est important. C'est à force de dénoncer ces choses-là, que les gens finissent par comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va plus en France. D'accord? Maintenant, à côté de ça, entre la prise de conscience de cette chose, et puis après, comment le peuple il doit réagir, il y a une sorte de passerelle qu'il faut mettre en place. C'est le temps qui la met en place, petit à petit, parce que des comités, des collectifs, des réseaux qui commencent à dénoncer ça, il y en a beaucoup plus que tu ne le penses. D'accord? Non, j'en suis tout à fait consciente, je vois bien, je sais. Voilà, maintenant, l'alliance, elle se fait déjà par ce qu'on appelle les réseaux sociaux. On se connaît tous les uns les autres, chacun dénonce à sa manière. Et je me souviens notamment d'un rendez-vous qu'on a eu l'année dernière
avec une web TV qui avait réuni 85 lanceurs d'alerte de haut niveau, d'accord? J'ai eu la chance même d'être invité là-dedans. On voit que chacun fait son travail de son côté, d'accord? Ça veut pas dire que les personnes ne se connaissent pas les unes avec les autres. Mais il y a un tel dysfonctionnement, il est tellement énorme que c'est justement la prise de conscience des gens qui doit faire ce qu'on appelle la masse. Parce que tant qu'il n'y a pas une masse de gens, d'accord, tant que tu n'as pas une forme de rébellion organisée, d'accord, tu ne peux rien faire. Il faut donc quoi? Il faut donc qu'il y ait un moment donné, que ce soit des élus, des militaires, des policiers, des gendarmes, il faut qu'il y ait un moment donné, il y ait une forme de nouvelle gouvernance de notre pays qui impose le nouveau droit, d'accord? Et le respect du droit, parce que en fin de compte, c'est la violation du droit qui est en train de se pratiquer. Hein. Donc le non-respect du contradictoire, les magouilles avec les pièces qui sont dissimulées. Donc enfin bon, je vais même pas étaler là tous les dysfonctionnements qu'il y a. Mais donc toi tu fais un appel, c'est un message que tu envoies. Les gens, il y a des gens qui vont comprendre ce message-là. Il y a plein de gens qui vont le comprendre. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une forme d'organisation et de prudence dans la manière de présenter la chose. Pourquoi? Parce que c'est pas une révolution. C'est quelque chose. Évidemment. Il faut que ça soit fait dans une forme d'état de droit. D'accord? Exactement. Avec stratégie, avec, voilà, dans un cadre, bien évidemment. Bien sûr. Alors après, moi, j'ai travaillé, par exemple, avec des liens, avec des réseaux qui avaient essayé de réorganiser la France. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de réseaux comme le Conseil national de transition, par exemple. Oui. Ça dit quelque chose. Bon, oui. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec le monde juridique de ce collectif-là. Ils essayent toujours de mettre ça en place, d'accord? Mais tu fais une remarque qui est importante, c'est que quand ça commence à prendre une tournure qui prend un certain volume, tu as toujours des formes on va dire, de dissidents ou de ce qu'ils appellent dans les réseaux sociaux des pollueurs, hein, d'accord? Des infiltrés. Des infiltrés ou des trolls, peu importe le nom qu'on leur donne. Le but, c'est de déstabiliser cette union-là, en fait, d'accord? Mais on a la chance, quand même, d'avoir une multitude de lanceurs d'alerte qui travaillent chacun de leur côté. Et ça, pour moi, la chance qu'il y a, c'est justement que la parole, elle est donnée à plein de gens, gens. Et d'ailleurs, quand tu vois maintenant la force des réseaux sociaux à pouvoir publier tellement de choses, que ça, moi, c'est la manière qui me fait penser que demain, alors entre guillemets, quand je dis demain, je ne sais pas encore quel jour. Oui, je comprends, oui. Que voilà. Tôt ou tard, voilà, ça. Voilà, donc, et c'est ça qui va prendre une tournure, en fait. C'est ça qui va réveiller des consciences. Pourquoi? Parce que il y a une insatisfaction qui est grandissante. Alors, je vais te donner des exemples qui sont concrets. Quand tu prends, par exemple, le monde du dysfonctionnement sur le monde de l'enfance, avec des placements abusifs, avec des exagérations, tu commences à avoir des papas qui font des règlements de compte, hein, directement. Ah, c'est ça. C'est même surprenant que jusqu'à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui ont su garder leur sang-froid et ne pas, quand on voit les décisions qui sont prises, c'est terrible, terrible. Voilà. Là, je t'avoue sincèrement qu'on n'est pas à l'abri maintenant d'une colère grandissante. Tout à fait. Hein, tout à fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire pour compléter ce que tu dis ou dans ton appel à la connaissance ou à l'appel au peuple, parce que c'est une forme d'appel au peuple, à ce que le peuple se réveille. C'est un message qui est important. Si l'émission s'appelle le puzzle de la vérité, c'est que justement, c'est au fur et à mesure qu'on ramène des pièces que les gens puissent comprendre. On reconstitue, voilà. Voilà. C'est ça, mais donc, parce que pour l'instant, toi, dans la forme de procédure, tu as encore des choses en procédure actuellement ou c'est définitif maintenant là, écoute, là déjà, il y a l'attente de la décision de la Cour d'appel qui va arriver donc le 6 juillet.
Mais comme je t'ai Ouais. expliqué, vu l'attitude de toute cette clique d'ordures mafieuses, et donc comme on n'a pas été entendu et vu comment ça s'est passé, l'ambiance qu'il y a eu le 13 juin dernier, donc on s'attend à une condamnation par escroquerie au jugement, puisque la première décision qui a été rendue par le juge mafieux du tribunal correctionnel de Nîmes nous a sévèrement condamnés alors que nous sommes victimes dans cette affaire et qu'en plus c'est sur le fondement de procès-verbaux qui ont été falsifiés. Donc là, je serais surprise, étonnée si Madame Nadine Moutet, présidente de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Nîmes, faisait son travail et qu'il n'y aurait pas de condamnation. Elle ferait son travail. Mais je ne m'attends pas du tout à ça. Je pense qu'il va y avoir condamnation, hein, puisque ce ne sont ni plus ni moins que des ordures, des malfaiteurs à mettre hors d'état de nuire. Nous devons les mettre hors d'état de nuire, ces gens-là. Donc, voilà, ce sont des gens. C'est une chose qu'on peut dire comme ça, mais c'est pas forcément facile à faire pour l'instant. D'accord? C'est un objectif. Bien évidemment, j'en suis tout à fait consciente, mais c'est un objectif de beaucoup de gens maintenant que la justice se mette dans l'ordre, parce que bien sûr que dans tous les tribunaux de France, il y a des dysfonctionnements à peu près partout, d'accord? Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer même certains juges qui ont été, on va dire, radiés carrément de leur travail. Oui, j'en ai connaissance, j'en ai connaissance aussi. Voilà, donc parce qu'ils veulent faire leur travail, ils sont soit voilà, radiés, soit rétrogradés voilà, partout. Voilà, tout à fait. Tu as la même chose chez des policiers ou chez des gendarmes qui essayent de donner la vérité. Exactement la même chose. On détruit leur carrière. Alors, tant qu'ils ont encore le pouvoir de détruire la carrière de policiers, de gendarmes, d'avocats, de juges, tant que cette étape-là, elle n'est pas, on va dire, colmatée, tant qu'on n'a pas réussi à barrer ce genre de procédure, ce genre de processus, pardon, c'est qu'il y a encore plein de choses à faire. D'accord? Et la chose qui est la plus importante à faire, ben, c'est de réveiller des consciences. Voilà, c'est tout. Et c'est le travail que tu fais indirectement par ton témoignage, par cet appel au peuple, par cet appel à la solidarité, d'accord? C'est un message qui est important, et pour moi, ben, tu comprends bien que si je te donne la parole, c'est pour le faire suivre et pour que les gens puissent comprendre tout ce qui se passe, en fait. Voilà. Hein? Mais oui, nous devons, par nos témoignages, nous devons éveiller les consciences, nous devons expliquer aux gens qui n'ont pas eu affaire à la justice, leur expliquer ce qui se passe dans ce milieu. Et voilà, parce que je crains que si nous ne nous unissons pas pour faire en sorte que ce pays retrouve, cette justice retrouve ses lettres de noblesse, nous irons tôt ou tard, de façon inéluctable, vers une guerre civile. Parce que ce n'est pas possible, ça ne peut plus continuer comme ça. Alors moi, je te le dis tout net, donc c'est une chose à laquelle je pense, que je prévois. Oui, mais moi… Au-delà de l'imaginer, je pense sincèrement, au fond de mon cœur, hein, c'est que la colère, elle est tellement grandissante, d'accord? C'est qu'un pays comme la France, qui a été un pays de révolution, d'accord? Eh ben, il est possible qu'un jour l'histoire se répète, en fait. Voilà. Je pense, c'est un éternel recommencement. Voilà. C'est un éternel. La question que je me pose, ces gens-là qui sont aux manettes, est-ce qu'ils sont à un point, parce qu'ils sont dans leur dans leur sphère, est-ce qu'ils sont conscients que leurs agissements criminels vont conduire tôt ou tard à des règlements de compte? C'est inéluctable, d'une manière ou d'une autre. Alors, pour l'instant, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte, simplement parce que ils ont une forme de pensée qui est très simple, c'est eux les plus puissants. D'accord? Oui, c'est ce qu'on leur inculque. Tant qu'ils pensent qu'ils sont les plus puissants, qu'ils ont l'autorité, qu'ils ont le pouvoir, donc il n'y en a pas beaucoup qui retourneront leur veste. Alors, il y a ceux qui essayent d'être silencieux, d'accord? Parce qu'il y a une catégorie qui essaye d'être silencieux, qui essaye de modérer les abus de pouvoir. Je dis bien qu'essaye. C'est pas toujours… parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
as une forme de coupables qui sont des coupables par une complicité induite. C'est-à-dire, ils sont pas forcément responsables. Mais le mécanisme lui-même les contraint à devenir complices du système. C'est chez ces gens-là qu'il y aura peut-être un jour un retour ou un revers. D'accord? Ceux qui ont subi, je te prends des exemples très simples, dans les réseaux sociaux, par exemple, avec des gens qui font des rapports mensongers, tu as des gens dans les réseaux sociaux qui contestent ces rapports mensongers-là et qui sont petit à petit en train de se mettre en colère au sein même de leur unité. D'accord? Alors, il y en a de temps en temps qui perdent leur contrat de travail, d'accord? Ou il y en a même qui démissionnent tellement ils sont écœurés de ce qu'ils voient. Donc, c'est ce mécanisme-là qui va se mettre en place partout dans tous les domaines. Il y a un moment donné, il y en a qui vont arrêter de cautionner un mécanisme qui est en plein dysfonctionnement. C'est vraiment ça que je souhaite avant d'arriver à ce qu'on appelle une colère, parce que moi je connais quand même des gens qui pourraient devenir très violents, hein, je te le dis tout de suite. Oui, moi j'entends aussi autour de moi, j'entends aussi autour de moi des gens qui veulent en découdre, qui veulent vraiment en découdre. Justement, donc ce message-là, c'est une forme d'alerte, hein, parce que moi j'en connais aussi, t'en connais aussi, donc il y a un moment donné, il y a des gens, je l'entends même par des papas, plus que des mamans, hein, mais des papas qui m'ont dit que si la justice se faisait pas, ils allaient faire la justice eux-mêmes. Tu vois? Donc c'est malheureux à entendre, mais tu te dis que c'est quelque chose qui va finir par être inéluctable. D'ailleurs, dans les événements de faits divers, on le voit de temps en temps, des pères, essentiellement des pères, qui en arrivent, je veux dire, à commettre des actes de violence, parce qu'au bout d'un moment, quand on t'arrache la chair de ta chair, ton enfant, des juges on se demande ce qu'ils ont, s'ils ont encore une morale, une conscience, et qu'ils arrivent à arracher. Quand tu vois ce que tu as vécu la semaine dernière, quand tu es allé à Alençon pour remettre un cadeau à un enfant et qu'on t'a interdit de remettre un cadeau à un enfant le jour de son anniversaire, mais où on va là? Là, c'est l'innommable. On est arrivé à un point de non-retour là, de non-retour. Quand je vois moi dans mes dossiers, le dossier du carrelage, on avait la facture, on a été condamné, on est passé en première instance, on a été condamné, on est passé en appel, on a été condamné, on avait la facture de paiement qui démontrait que nous avions payé notre carrelage, nous avons été condamnés. Quand tu vois dans le dossier avec le constructeur véreux, nous avons été condamnés en première instance, nous avons été condamnés en appel, en cassation, nous avons saisi la juge d'instruction avec une plainte simple au procureur de la République, classement sans suite, ensuite une plainte avec constitution de partie civile auprès de la juge d'instruction qui a rendu un non-lieu, et en fait c'était un refus d'informer qui a couvert tous les malfaiteurs. Je veux dire, on se dit, mais jusqu'où iront-ils? Là, l'heure est grave. Alors justement, après, quand tu vois le cheminement de ce que tu as enchaîné comme procédure, il faut voir comment est mis en place par un constructeur, par exemple, une forme de chantage pour pouvoir obtenir sa justice à lui. Parce que moi, je connais des réseaux, crois-moi, donc les juges ou certaines procédures sont perverties par une circulation de l'argent ou des affaires qu'ils ont fait. Pardon, je vais te donner des exemples très simples. Hein. Quand il y a eu ce qu'on appelle des liquidations frauduleuses, abusives par les tribunaux de commerce, tu as des biens qui ont été saisis à des entrepreneurs qui ne méritaient pas d'être saisis. D'accord? Tout à fait. Il faut s'intéresser à qui rachète les biens. D'accord? Exactement. Et là, tu découvres pourquoi après un mandataire judiciaire, par exemple, qui a fait faire une affaire à quelqu'un qui est dans le monde de la justice, pourquoi après, ce monde de la justice-là, on le fait changer. Bien évidemment, c'est tous des maillons qui se rajoutent les uns aux autres. C'est une chaîne. Je te rends service, tu me rends service. C'est ce mécanisme-là qu'il faut que les gens comprennent. Qu'à un moment donné, voilà. Donc, et il y a des gens qui sont pas forcément coupables d'avoir fait une bonne affaire. C'est pas ça.
Ce qui est dangereux, c'est le chantage qu'ils peuvent subir après parce que justement, on leur a fait faire une bonne affaire. Tu vois? C'est ça qui est pernicieux, en fait. Hein? Comme je t'expliquais, moi, justement, dans le cadre de la liquidation du judiciaire, quand tu vois que ce mafieux turc, Hassan Soissal, il crée des sociétés, il liquide, il crée des sociétés, il a fait ça tout le temps, toute sa carrière, entre guillemets, professionnelle mafieuse, il a fait ça tout le temps, et c'est toujours le même mandataire qui est toujours chargé des liquidations devant le tribunal de commerce. Donc là, tu vois bien qu'il y a vraiment un souci, il y a un problème. Donc là, il faudra que ça cesse. Messieurs, mesdames, les magistrats, les avocats, les greffiers, il va falloir que ça cesse, parce que là, nous condamner la semaine prochaine, comme vous avez prévu de le faire, il est hors de question que nous acceptions une telle décision. Ce n'est pas possible, et ça, vous devez le comprendre. Ce n'est pas possible. Nous ne nous laisserons pas faire. Ça, que ce soit bien clair. Nous irons jusqu'au bout. En tout cas, le message, il est envoyé. Hein. D'accord? Voilà. Donc, j'aimerais que mon appel soit entendu, parce que de toute façon, maintenant, je veux dire, comme je l'ai expliqué maintes et maintes fois, le droit, il est constamment bafoué, violé. Le dialogue est impossible avec ces gens-là parce que de toute façon, ils sont aveugles, ils sont sourds. On ne peut pas parler avec quelqu'un qui est muré dans son système. On ne peut pas parler à quelqu'un qui est sourd. On ne peut pas parler à quelqu'un qui ne veut rien entendre. Quelqu'un à qui on montre le chemin de la vérité, il ne veut rien entendre. Donc là, la discussion n'est plus possible. Donc, il va falloir que ce système-là casse. Ça doit cesser. Ce que je pense, moi, demain, l'alliance qui serait pour moi la plus importante, c'est l'alliance de toutes les victimes des dysfonctionnements de la justice, dans tous les domaines. Le jour où les gens vont découvrir qu'ils sont nombreux à avoir subi une injustice ou un dysfonctionnement de la justice, peut-être que les choses, elles changeront. Peut-être. D'accord? Mais en attendant, de toute façon, je suis convaincue que ça va changer. Par contre, la manière dont ça va arriver, je ne sais pas. Est-ce que ça va arriver? Je le souhaite et je l'appelle de tous mes voeux que ça arrive par la voie légale. C'est ce que je demande. C'est l'appel que je lance ce soir, par la voie légale, que ces gens-là soient mis aux arrêts. Mais je crains que si ce système perdure à foison, nous en arriverons malheureusement à un bain de sang. Et ça, je le déplore. Je ne veux pas en arriver là. Mais l'histoire passée nous rappelle que de toute façon, c'est un éternel recommencement. Et je veux dire, il va falloir passer par une révolution de façon à remettre les choses à plat et que tout reparte sur des rails. Parce que là, ça ne peut plus continuer. Il y a trop d'abus. Alors, je te rappelle à toutes fins utiles que la France, c'est un pays qui symbolise les droits de l'homme, en fait. Hein. Je dis bien qu'il symbolise, hein, parce que moi, pour l'instant, on est très loin du symbole qu'il représente. Hein. Et à l'étranger, je pense que la France, elle n'a plus du tout l'image du pays des droits de l'homme. Hein, voilà, donc c'est aussi simple que ça, et c'est cette conséquence-là qui va être. Je ne sais plus, mais au niveau du classement, je pense que nous sommes nous avons devancé la Roumanie au niveau de la corruption. Donc l'image de la France vraiment s'est dégradée à une vitesse vraiment exponentielle, et c'est déplorable. Okay. Moi, franchement, j'ai vraiment honte de faire partie de ce pays. J'ai honte, vraiment honte. Il n'y a aucune fierté à arborer le drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà. Pourquoi, par exemple, nos propres élus à l'Assemblée ou au Sénat, ils évoquent jamais tout ça? Pourquoi ils se révoltent pas dans les assemblées, en fait? Parce qu'ils sont tous pieds et poings liés. Ils font partie du système. Voilà, ils sont tous dans le système. Moi, par exemple, pour mon dossier, j'ai sollicité X députés de mon département. Il n'y en a pas un qui m'a répondu. Et pourtant, j'ai produit des pièces de preuve qui démontraient que j'étais vraiment victime, que ce n'était pas des affabulations. Je n'ai jamais eu de retour.
j'ai mis toutes mes coordonnées, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, mon adresse postale. Je n'ai jamais eu de retour. Jamais. Donc, ces gens-là devront, un jour ou l'autre, rendre des comptes au peuple français. Ils devront s'en expliquer. Parce que autant les auteurs que les complices devront nous rendre des comptes. Ce sont nos impôts. Ouais. Bah, tu vois, c'est pour ça qu'il y a des gens qui, pour l'instant, on va dire dans les réseaux, dans les collectifs qui sont indépendants de la justice, indépendants des gouvernements, indépendants de l'Assemblée ou du Sénat, ils sont en train de créer des réseaux qui sont importants, qui soient la représentativité du peuple. Je ne sais pas si tu as entendu parler, par exemple, des Agora, si ça te dit quelque chose, oui. D'accord. Il y a aussi il y en avait un autre, je suis en train de chercher le nom parce qu'il m'échappe, mais c'est pas, ça va me revenir, qui correspond, ils avaient une correspondance avec les Agora correspondaient aux structures des sénateurs, et tu avais le deuxième volet qui lui représentait les L577, qui représentait les surfaces ou les circonscriptions des députés. D'accord. Et au fur et à mesure, ces deux comités-là devaient se créer dans chacun des départements de France. Alors, je ne sais pas où ils en sont, parce que moi, j'étais en contact avec eux il y a déjà 2 ou 3 ans avec ça. Je ne sais pas jusqu'où ils sont allés. Je sais qu'il y avait eu des choses qui avaient été mises en place. Il y avait, mais, il y a une grande partie du peuple qui a peur. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Tu as quand même une partie du peuple qui a peur, qui aimerait bien faire des choses, mais et puis après, tu as toute cette partie qui dit rien, mais le jour où le mouvement il se met en place, oui, tout à fait. Ça sera peut-être même eux les plus violents. D'accord. Pourquoi? Parce que ils en ont tellement sur le cœur, où ils ont été obligés de fermer leur gueule pendant des années, peut-être que ça sera eux les plus dangereux, en fait. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, moi, je le ressens comme ça et je trouve ça dramatique, en fait. Dramatique. Voilà. Comme on dit, des fois, c'est les petits ruisseaux qui se transforment en torrents. Ah, bah oui, justement. Donc, écoute, qu'est-ce que tu as d'autre à dire pour ce soir, Cécilia? Écoute, j'étais partie, oui, c'est vrai, pour faire un débat en pensant qu'il y aurait d'autres personnes, mais bon. On aura l'occasion de le refaire, celui-là, ne t'inquiète pas. C'est parti remise. Du coup, je voulais quand même rappeler donc à ces malfaiteurs institutionnels que je rappelle à Madame Nadine Moutet qui envisage probablement de nous condamner donc le 6 juillet prochain. Je lui rappelle quand même qu'il y a une plainte qui a été déposée donc le 30 mai 2023 que je lui ai adressée par lettre recommandée. Donc une plainte simple à ce stade-là, mais qui bien évidemment sera suivie d'une plainte avec constitution de partie civile si Madame le procureur de la République d'Avignon ne fait rien. Donc, Madame Florence Galtier, procureure de la République d'Avignon. Donc, il y a une plainte le 30 mai qui a été déposée le 30 mai 2023 donc au parquet d'Avignon près de Madame le procureur pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement. Faux et usage de faux par, je veux dire, écriture publique authentique. Donc, par un commandant de police et une juge d'instruction qui sont des personnes donc qui sont dépositaires de l'autorité publique. Donc c'est une affaire très très grave. Je rappelle quand même que le faux et usage de faux criminel en écriture publique et authentique est réprimé par l'article 441-1 du Code pénal, ainsi que l'article 441-4 du Code pénal. Donc, c'est passible de 15 ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d'amende. Donc, ce n'est pas rien, c'est un crime passible de la cour d'assises. Je rappelle également que nous avons été condamnés donc en première instance par le juge mafieux, le criminel Jean-Michel Pérez, donc devant le tribunal correctionnel de Nîmes, à des peines lourdes, comme je te l'avais expliqué la dernière fois dans mon émission.
donc qu'il s'agit donc par ces actes criminels d'une escroquerie au jugement, puisqu'il détenait tous les éléments que nous étions vraiment victimes dans cette affaire et que de toute façon toute la procédure s'effondrait étant donné, comme je l'avais expliqué, la citation directe qui était irrégulière puisqu'elle n'était pas signée, pas tamponnée, pas le nom donc du magistrat qui nous poursuivait et qui était responsable auteur de l'acte. Donc, et aussi par rapport à l'enquête qui était totalement viciée, menée par le procureur Philippe Guémas. Elle était viciée puisque de toute façon, il était juge et partie et était concerné de près par un conflit d'intérêt puisqu'il était procureur au tribunal où exerçait la juge d'instruction mafieuse et qu'il était le supérieur hiérarchique de Christian Ripert, le mandataire judiciaire mafieux, qui a bénéficié déjà d'une première escroquerie au jugement. Je rappelle que l'escroquerie en bande organisée est passible donc de lourdes peines, donc de la cour d'assises, et donc est réprimée par l'article 313-1 et l'article 313-2. Donc c'est des crimes passibles de la cour d'assises, d'autant plus quand ils sont commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique. Voilà. Donc voilà, donc c'est très grave. Donc Madame Florence Moutet, j'appelle votre attention sur voilà donc la décision que vous allez rendre le 6 juillet prochain, parce que là il y aura votre signature en bas du jugement qui vous engagera et ne prenez surtout pas à la légère la parole des citoyens, parce que nous ne sommes pas des sous-citoyens. Nous sommes des gens responsables, nous sommes des gens déterminés, nous ne proférons pas des menaces, mais par contre, nous vous disons clairement, haut et fort, que nous ne nous laisserons pas faire. Nous irons jusqu'au bout de ce combat, jusqu'au bout pour que la vérité éclate. Comme disait justement le mafieux, l'escroc, l'avocat Olivier Maurice, justement, qui s'est rendu coupable de l'escroquerie au jugement, puisque donc il a soutenu donc les procès-verbaux falsifiés pour défendre sa cliente criminelle, et qu'en plus de ça, il bénéficie donc d'honoraires qui sont payés avec nos impôts par le ministère de la Justice. Donc, il se rend coupable de 2 crimes, cet avocat mafieux Olivier Maurice. L'autre avocat, Jean-Marie Chabot, l'avocat du mandataire judiciaire, est également complice de ces graves méfaits, puisque lui-même soutient une procédure qui est montée sur du faux. Alors, je mets en garde tous ces gens-là. Je mets en garde aussi monsieur le vice-procureur Pierre Coutenier, qui nous a fait la morale quand on est passé le 13 juin dernier, alors que, je veux dire, il valide une procédure qui est montée sur du faux. Alors, ces gens-là doivent être très prudents parce que tôt ou tard, le vent va changer de direction. Et ce jour-là, il faudra rendre des comptes. Je voulais également quand même mettre en évidence le fait que donc j'ai adressé cette plainte à 13 destinataires, donc j'ai tous les accusés de réception là, 13 destinataires, et que dernièrement j'ai reçu un courrier donc du ministère de l'Intérieur, donc de l'IGPN, voilà, place Beauvau, qui me dit que cette affaire est en enquête. Donc ça a été confié à la direction hiérarchique, voilà, de la place Beauvau. Donc voilà. Donc, bon, bah écoute, voilà. Je tenais à alerter tous ces gens-là et leur rappeler leurs obligations. Je tenais aussi également, pour conclure, rappeler que Madame Nadine Moutet, la présidente qui nous a jugé, qui nous a, entre guillemets, jugé le 13 juin dernier, je tenais quand même à montrer à tout le monde que cette magistrate, donc j'ai découvert ça, qu'en fait, alors qu'il est bien inscrit dans la déontologie des magistrats et la loi du 20 avril 2016 sur le cumul des activités. Donc un magistrat est désigné donc magistrat et il doit accomplir sa mission à plein temps. Donc j'ai découvert que cette magistrate, en fait, avait obtenu une faveur du maire du village ou de la ville dans le Var d'Artignox-sur-Verdon. Donc voilà, j'ai découvert ça. Donc en fait, cette magistrate
a une activité à côté de sa fonction de magistrate. Donc, elle a une activité de commerce dans un camping. Ça semble assez curieux, voilà. Et donc, elle a une activité de commerce dans un camping. Mais je rappelle à cette magistrate que dans le code de la, comment on appelle ça, dans l'ordonnance numéro 58-12-70 du 22 décembre 58 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui lui rappelle que, je veux dire, qu'un fonctionnaire donc, de l'autorité judiciaire n'a pas le droit d'exercer une autre activité professionnelle que celle de magistrat. Donc, c'est inscrit dans la loi c'est l'article 25 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983. Tu l'as envoyé au maire, ça? Au maire de la commune qui lui a donné? Je vais lui envoyer. J'ai découvert ça il y a peu de temps. Voilà. Donc, ça s'appelle un cumul d'activités, alors que c'est inscrit justement dans la déontologie que ces gens-là n'ont pas le droit d'exercer une activité autre que… Tu crois qu'elle va quitter son statut de juge? Ben non, je pense pas. Je pense que c'est des gens qui cumulent les fonctions, qui cumulent voilà les gains, voilà, ils sont avides d'argent et voilà. Donc il y a le volet déontologique de la loi, donc la loi du 20 avril 2016, voilà, qui rappelle l'interdiction de cumuler une activité lucrative. Bon, bah écoute, ça sera un message qui est envoyé, celui-là, hein, d'accord? Voilà. Hein, donc, voilà. Okay. Alors, ces gens-là qui nous donnent des leçons, qui se permettent ensuite de faire la leçon aux jeunes des cités, de faire la morale, et ce sont des criminels, des ordures. Voilà. Ce sont des ordures pour qui je n'ai aucun respect. Moi, je n'ai pas de respect pour ces gens-là. Ce sont des criminels, des malfaiteurs. Ok. Bon, ça sera ton mot de la fin alors, du coup, hein? Bah écoute, pour aujourd'hui, oui. De toute façon, ce n'est pas terminé parce que je pense qu'il y aura d'autres épisodes. C'est Dallas, c'est 105, quoi. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, j'aurai beaucoup de choses à dire. Voilà. Okay. Et donc, je rappelle en conclusion, je lance un appel. À tous ceux qui ne supportent plus, ce système corrompu, mafieux, qu'il est temps de faire quelque chose. Nous devons nous unir, nous réunir, nous devons nous souder les uns les autres pour mettre un terme à cette mafia. Voilà. Okay. Bon. Et je souhaite de tous mes voeux que nous trouvions une solution par la voie légale avant d'en arriver malheureusement à ce qu'il y ait un jour un bain de sang. Parce que ça, je le crains fort. Ok. Bon, bah écoute, ça sera ton mot de la fin et je publierai ton témoignage très rapidement en fait. D'accord? Voilà. Et tu mettras, Christophe, si tu peux mettre à la fin de mon témoignage mon courriel que j'ai envoyé, lettre ouverte que je t'ai envoyée la semaine dernière. Tu le joindras à la fin de ma vidéo. Je la mettrai au bout. D'accord? Là, j'envoie le générique de fin, mais t'inquiète pas, je le réintégrerai dans l'émission. Voilà. D'accord? C'est comme ça? Ok? Je te remercie et je souhaite une bonne soirée à tout le monde et soutenons-nous. Voilà, nous devons y arriver. Voilà, pour retrouver une vraie justice. Voilà. Merci, gentes dames, et à très bientôt. Allez. Bonne soirée, Christophe, et bonne soirée à tout le monde. Salut.
Bonsoir.